Jean-Frédéric Poisson, président de VIA, La Voix du Peuple, un mouvement donc associé à Reconquête. Merci d'être avec nous, monsieur Poisson. Alors, on est quand même dans une situation un petit peu étrange parce que c'est le président de VIA, La Voix du Peuple, qui va nous présenter le programme de VIA, La Voix du Peuple, en fait, pour l'agriculture. On est d'accord que ce n'est pas le programme de Reconquête. Ah si. Si. Bonjour d'abord. Bonjour. Bonjour à tous. Le programme de Reconquête, c'est celui que vous allez nous présenter là. Je vais vous parler des propositions d'Éric Zemmour en termes d'agriculture. Oui, absolument. Parce qu'il n'était pas encore complètement arrêté. Ah, qu'il ne soit pas arrêté, c'est une chose, mais enfin, il existe. Et donc, Et si effectivement il y a quelques trous à combler, je puiserai dans mes provisions personnelles. Alors, la politique agricole pour Éric Zemmour, c'est évidemment essentiel dans la mesure où ça a représenté l'agriculture, une grande force de la nation. On a été une très grande puissance agricole et c'est un passé glorieux qu'il entend retrouver. La question qui se pose en 2022, c'est dans quel cadre plusieurs des propositions que j'ai entendues d'Éric Zemmour ne sont possibles finalement qu'en sortant de l'Europe. Son plan pour la forêt, par exemple, qu'il a présenté il y a quelques jours. Est-ce qu'on est face à un Frexit qui ne dit pas son nom ? Non, je ne crois pas. Je pense que le passé glorieux dont vous parlez, il est en réalité pas si passé que ça. Il n'est pas, il est toujours aussi glorieux pour le coup. Et il y a énormément de dispositions qui peuvent permettre à notre agriculture de retrouver son rang dans le monde en matière de quantité de production et de place dans la liste des pays exportateurs, de retrouver ce qui est le but, parce que j'ai écouté avec grand intérêt les échanges de ce matin, j'ai l'impression qu'on n'est pas toujours d'accord sur ce à quoi ça doit servir, l'agriculture française. Ou du moins, on ne met pas les finalités forcément dans le même ordre. Du point de vue d'Éric Zemmour, c'est clair, le rôle, la mission première de l'agriculture, c'est de nourrir la population française. Secondairement, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, secondairement, de répondre à différents types d'impératifs qui sont liés à cette activité. Et là, on entre dans la question de la transition écologique, la question d'aménagement du territoire, et un certain nombre d'autres choses qui sont liées. Mais d'abord, nourrir les Français. Ce qui veut dire que la question qui est posée pour nous avant tout, c'est de savoir si on peut continuer à fournir, ou on peut fournir à la population française une nourriture de qualité, de manière suffisante, et sans être sous la dépendance de pays qui produisent moins bien que nous, parfois moins que nous, dans des conditions sociales inférieures en termes de qualité pour les travailleurs à celles que nous proposons nous-mêmes, et dans des circonstances économiques qui fragilisent notre outil de production. Parce que c'est ça la situation de l'agriculture française d'aujourd'hui. La réponse est oui, on peut inverser ce mouvement, et un certain nombre de choses le permettent. Et je termine ma réponse, c'est pour fixer le cadre simplement. La politique agricole d'Éric Zemmour se situe dans un cadre plus large de reconquête de la ruralité. Vous avez évoqué la question de la forêt tout à l'heure. Il y a également la rééquilibration, le rééquilibrage des subventions publiques vers les métropoles, qui sont aujourd'hui concentrées sur les métropoles, vers les zones rurales, dont évidemment l'agriculture bénéficiera, avec une revitalisation sociale et économique des territoires ruraux dont l'agriculture bénéficiera. Je vais prendre un exemple complet pour espérer une réponse claire. Je vais prendre un exemple concret. C'est mon habitude. Voilà, sur la forêt, ce qu'il a présenté il y a quelques jours. Il dit « Nous exportons notre matière première, le bois, pour qu'il soit transformé à l'étranger, puis nous le réimportons. C'est pas possible, on doit recréer en France une filière de transformation. Et pour ce faire, dit-il, j'interdirai les exportations de bois le temps qu'on reconstitue cette filière. » Donc ça, pardonnez-moi, on sort de l'Europe pour faire ça. Non. Comment peut-on interdire les exportations ? Et que deviennent les entreprises ? Parce que si les entreprises trouvent de la création de valeur ajoutée à transformer le bois plutôt qu'à l'exporter, pour elles, on peut imaginer que le cycle de production permet de compenser simplement la question de négoce. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. C'est pas immédiat. Non, ça peut pas être évidemment que ça peut pas être immédiat. C'est pas du jour au lendemain. Si c'est du jour au lendemain et à condition de pression et de température constante, évidemment, ça va être problématique. On comprend bien. Et tout ça s'inscrit dans une durée. L'intention, elle est claire, comme d'ailleurs pour un certain nombre de. Les intentions sont toujours claires. Ce sont les réalisations. Oui, mais sur la réalisation, je viens de vous le dire. À partir du moment où vous vous situez dans une perspective pour la forêt où il y a au moins autant d'intérêt à produire de la valeur ajoutée en transformant, y compris dans le temps, plutôt qu'en exportant tout de suite. Certainement. Alors, très clairement,
les acteurs économiques sont intelligents, ils veillent à leurs intérêts aussi, c'est bien normal. Donc si effectivement la perspective d'avoir des niveaux de rentabilité équivalents pour eux se situe davantage dans la production et la transformation que dans le négoce, ils vont transformer et produire. Et puis après, bien sûr que nous serons capables d'exporter ce dont nous n'avons pas besoin pour l'instant. Je vous ferai remarquer quand même que nous sommes dans un niveau de pénurie en termes d'approvisionnement en bois qu'on n'a jamais connu dans notre pays, alors que nous avons une surface d'exploitation forestière. J'étais un élu de Rambouillet pendant 30 ans. Je sais ce que c'est que la forêt. Très franchement, qu'on manque de bois chez nous, c'est comme le jour où on manquera de pinard. Enfin, il faut vraiment s'inquiéter pour... Alors, revenons à l'agriculture. Pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez, vous faites comment avec la PAC ? D'abord, on prend un certain nombre de dispositions, et je suis d'accord avec votre remarque tout à l'heure, non pas sortir de l'Europe, mais contrecarrer un certain nombre de dispositions qui, oui, quand même, aujourd'hui... c'est ça, quand même. Bien sûr, mais ça veut pas c'est un dire bras de fer permanent que vous proposez. Mais oui, mais... Et Oui. passer outre, si besoin. Oui, absolument. Vous d'accord. Absolument. Donc ça ressemble quand même un peu à un Frexit. Mais non, pourquoi ? Sans le dire. J'ai un souvenir de jeune élu. Il me semble que l'État français, il y a une quinzaine d'années, et son ministre de l'économie et des finances était allé voir Bruxelles avant de verser 4,5 milliards d'euros dans le capital d'Alstom, en allant dire à la Commission, je le ferai quand même si vous n'êtes pas content. Et on l'a fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. Donc il y a un moment où, je suis désolé, mais le choix est simple. Soit effectivement nous continuons de laisser dépérir la situation des agriculteurs, dégrader notre outil de production agricole sans rien dire, soit on s'adresse à ceux par la faute de qui, en particulier, pas la seule. Je reviendrai sur la question du dialogue social aussi. J'ai entendu un interlocuteur en parler tout à l'heure. C'était, je crois, une des questions. Donc il faut contrecarrer ce mouvement que nous subissons. Donc, oui, bien sûr, la volonté d'Éric Zemmour, c'est premièrement de faire en sorte que soit interdite en France l'importation de produits que nous produisons, que nous consommons, mais qui sont produits par les importateurs à des conditions sanitaires moindres que celles que nous garantissons. Les fameuses clauses miroirs dont tout le monde parle et que tout le monde souhaite. Hein. Et ben voilà, donc c'est un élément supplémentaire. Deuxièmement, ramener l'ensemble des normes qui régissent les productions agricoles, pas simplement agricoles, mais agricoles, au niveau des normes des standards européens. J'entendais tout à l'heure un de mes prédécesseurs à ce micro expliquer que ça relevait des logiques de choc. Alors j'ai beaucoup entendu parler de choc pendant le quinquennat de François Hollande, j'ai pas été très secoué, donc je me méfie de ce genre de... Et je ne pense pas que la cellule élyséenne soit une bonne formule. Ça a été essayé, c'est ça qui est intéressant. Il y a des précédents, c'était... Et vous proposez quoi alors, je vais vous le dire, en termes de méthode ? Je vais vous le dire, c'est le secrétaire d'État Thierry Mandon, vous vous en souvenez sûrement, qui était chargé de ça, oui, dans le dernier gouvernement de Manuel Valls et Bernard Cazeneuve. Pourquoi ça s'est arrêté ? Parce qu'il n'avait pas l'autorité politique suffisante sur les autres membres du gouvernement. Alors donc vous, la question que est, il faut un ministre délégué auprès du Premier ministre qui s'occupe de ça et qui, effectivement, l'immense majorité des textes en question sont des textes réglementaires, c'est-à-dire soit des décrets, soit des circulaires. Proposez un peu ce dont vous parlait Pascal Cos pour Valérie Pécresse. Avec un positionnement système, politique de celui qui est en charge qui est plus puissant et davantage garant au niveau du d'efficacité. Premier ministre plutôt qu'au niveau de l'Élysée. D'accord. Oui, parce que c'est le Premier ministre qui gouverne, c'est pas le Président de la République, que je sache. Concernant les revenus des agriculteurs, donc Éric Zemmour propose de mettre fin au regroupement de la grande distribution. Ça veut dire quoi concrètement ? On fait comment ? Ça veut dire d'abord profiter, ou en tout cas se situer de manière parallèle au regard de ce mouvement qui est en train de connaître la grande distribution elle-même. Enfin, vous n'ignorez pas que c'est un secteur qui est quand même passablement secoué par les temps qui courent, que les modèles d'hypermarché, voire de grande surface, sont très très remis en cause et très questionnés par ces opérateurs, et que donc nous allons, y compris en termes de grande distribution, vers sans doute des unités de vente qui seront réduites, plus petites, avec sans doute des pratiques à la fois de prix et d'achat qui seront probablement moins centralisées. Comme c'est votre réponse, quand on parle guerre des prix, Éric Zemmour répond « je casse les centrales d'achat et je règle le problème ». Je pense qu'en tout cas, ça fait partie des orientations nécessaires. Je suis frappé de voir que, quelle que soit la filière de production vers laquelle on se tourne, j'étais chez des viticulteurs de l'Entre-deux-Mers près de Bordeaux il y a quelques jours encore,
quand on les entend parler, ils parlent exactement de la même manière que les producteurs de lait, les éleveurs bovins ou ceux qui font de la viande, ou les autres. Enfin, il y a un plus système, de centrales d'achat, plus de problème. il y a un système d'articulation entre les coopératives, les centrales d'achat et la grande distribution sur lequel qu'il faut évidemment remettre à plat. Sinon, si on ne change rien à ce système de création de valeur intermédiaire, sans cesse, sans que finalement la loi Egalim n'a pas garanti du tout ce qu'elle promettait en l'espèce, évidemment qu'il faut réfléchir autrement sur ces filières de création de valeur et de distribution. Mais là, j'ai un problème, je vous le dis. Et vraiment, tous ceux qui pourront nous aider à réfléchir sont les bienvenus. Je vois bien où peut être le rôle des pouvoirs publics en matière de politique agricole, ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les questions de relations internationales, la suppression de normes, etc. Tout ça, c'est clair. Ce que je ne vois pas bien dans le sujet que nous travaillons ici, c'est qu'est-ce qui doit relever la répartition des responsabilités et du pouvoir d'action entre le monde agricole en tant que filière professionnelle, organisation syndicale ou consulaire, d'un côté, et les pouvoirs publics de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, et ça n'est pas vrai que dans le secteur agricole, on voit que, on sent qu'il y a quelque chose à faire de la part de la profession elle-même. On voit bien qu'elle n'y arrive pas. Créer du rapport de force. Entre les agriculteurs et la grande distribution, il y a les industries agroalimentaires, il y a les transformateurs. Quand je parle du monde agricole, je parle de ça aussi. Je parle des conventions, de l'univers des conventions collectives ou des fédérations. Vous êtes en train de dire qu'ils s'organisent mal, certaines filières s'organisent mieux que d'autres, en tout cas pour peser plus lourd. Je pense qu'en tout cas, en matière d'agriculture, comme dans d'autres domaines de l'industrie de l'économie française, les pouvoirs publics, de temps en temps, souffrent d'un déficit de puissance des acteurs du dialogue social en face d'eux et se retrouvent à devoir prendre des décisions qui ne devraient pas, en principe, relever de la compétence des pouvoirs publics. Je prends un exemple pour m'expliquer rapidement. J'ai beaucoup travaillé sur des questions de convention collective. Quand est venue la question de la représentativité patronale, qui touche aussi l'agriculture, devant les partenaires sociaux, c'est moi qui l'ai porté dans le rapport que j'ai rendu à François Fillon en 2009, la réponse que j'ai eue du patronat, c'est on ne va pas s'en occuper, le Parlement le fera. Mais le Parlement, oui, il l'a fait d'ailleurs. La loi Sapin, il ne l'a pas bien fait parce que ce n'est pas son métier. C'est compliqué. Donc il vaut mieux. Donc moi, j'ai ce problème-là, je vous le dis, s'il y a des marchands de lumière qui nous écoutent ou qui nous regardent, je prends les réponses, mais j'ai un problème de cette répartition. Où s'arrête l'action des pouvoirs publics en l'espèce et comment est-ce que les filières professionnelles, le monde professionnel... Est-ce qu'il faut agir sur le droit de la concurrence ? Il faut certainement agir sur la concurrence, probablement, peut-être agir aussi sur des questions de tunnel de prix, comme il y avait un serpent monétaire dans l'Union européenne il y a quelques années avant la monnaie unique. C'est ce genre de disposition qu'il faut prendre, mais on préfère toujours, en tout cas c'est ma philosophie, c'est celle aussi d'Éric Zemmour, on préfère toujours s'adresser à la liberté des acteurs et leur faire confiance plutôt que de rentrer dans des mécaniques de contraintes qui ne sont jamais complètement satisfaisantes. Alors, une question importante qui inquiète beaucoup d'agriculteurs auxquels on a parlé dans le programme d'Éric Zemmour, qui est sa promesse de stopper totalement toute immigration légale et illégale. Et alors, on a vu le candidat Zemmour visiter, je me souviens, un producteur de fraises et lui dire « Ah mais oui, mais d'accord, pour les travailleurs saisonniers, il y aura une dérogation parce que j'aime bien les fraises. » Alors, on a du mal à comprendre quelle sera la politique en termes de main-d'œuvre, simplement. Vous avez vu qu'on a du mal à recruter pendant le Covid. On a essayé de faire l'opération des bras pour vos assiettes. Ouais. Ça n'a pas marché du tout. Les Français ne veulent pas faire ces travaux pénibles et qui sont en plus très mal payés, il faut le dire. Donc, quelle sera la politique d'Éric Zemmour pour le travail saisonnier ? Il a dit qu'il y aurait des dérogations, donc écoutons-le. Sur le reste, je pense que je fais référence, mais j'ai entendu le tic-tac, là, donc c'est bientôt fini. Je fais référence aux autres dispositions qu'il s'apprête à prendre en termes de réduction de charges et de capacité à inciter davantage les gens à retourner travailler. Mais c'est vrai que dans ce secteur particulièrement, se pose la question du niveau des rémunérations. L'augmentation des rémunérations est un problème posé à l'ensemble de l'économie française. Elle ne doit pas reposer simplement sur les entreprises. Et la mécanique d'allègement de charges qu'il a par ailleurs proposée devrait profiter aussi au secteur agricole et permettre d'inciter davantage. Et j'ajoute qu'il y a cet élément aussi de place de l'agriculture en tant que telle dans l'esprit des Français. Moi, je suis du sud des Yvelines, donc on a
On a la chance dans notre territoire de ne pas avoir beaucoup d'exploitations agricoles qui souffrent beaucoup, comme dans beaucoup d'autres endroits, mais c'est de l'agriculture périurbaine. Donc à défaut de souffrir sur le plan économique, les relations entre le monde urbain et le monde agricole sont extrêmement tendues. Et je pense que là, il y a une forme de détente du peuple français à l'égard du secteur agricole qu'il faut pouvoir engager pour permettre... Est-ce que j'ai le droit à une toute petite parenthèse, que c'est un sujet qu'on n'a pas évoqué de la matinée, mais on peut peut-être l'évoquer avec vous, le dernier candidat, sur les intrusions dans les élevages. On a vu les tribunaux récemment condamner plutôt des agriculteurs et exonérer les intrus, a condamné l'État, lui a ordonné de fermer cette cellule Déméter qui faisait du renseignement sur les mouvements antispécistes. Est-ce que ça, la loi peut y changer quelque chose ? La loi, d'abord, le pouvoir politique peut changer quelque chose au fait que le gouvernement des juges est un système dans lequel les juges inventent du droit qui n'existe pas. Et ça, c'est pas supportable. La deuxième, c'est que il n'y a pas de raison proportionnée pour laquelle on a supprimé la cellule Déméter qui aurait dû être maintenue. Et je ne comprends pas, et je suis un citoyen français, donc j'ai le droit de commenter les décisions de justice, contrairement à ce qu'on doit, puisqu'elles sont rendues en mon nom. Je ne comprends pas cette décision qui est absurde. Le délinquant, c'est pas l'agriculteur, c'est celui qui rentre chez lui. Donc il faut là aussi rétablir l'équilibre des peines de manière normale. Alors, je voulais juste faire une petite remarque quand même. Dans le programme d'Éric Zemmour, on dit qu'on va développer la robotique en agriculture pour réduire la dépendance à la main-d'œuvre étrangère. Je trouve ça peut-être un peu simpliste quand même. Alors, comment vous dire disons que ça peut être adapté dans un certain nombre d'exploitations, c'est un peu moins adapté dans un certain nombre d'autres. Voilà, je vais répondre comme ça. Ok.